Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des Sentinelles. Ce matin, c'était une technique méconnue que je vous propose de nous ouvrir. La psychanalyse corporelle pourrait nous permettre, à travers un travail sur le corps, de nous réconcilier avec notre passé pour mieux vivre le présent. Ça demande quelques explications, j'en conviens, et c'est précisément ce que nous allons faire tout au long de cette émission avec Catherine Berthe, qui est docteure en sciences et psychanalyste corporelle. Bonjour Catherine Berthe. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va entrer évidemment immédiatement dans le vif du sujet. La psychanalyse corporelle, c'est quoi ? La psychanalyse corporelle, c'est avant tout une technique qui va donner la parole au corps et qui va permettre de rencontrer notre histoire. Et dans cette histoire, en fait, on va vraiment aller zoomer sur les instants clés qui ont formaté notre personnalité. D'accord. Alors ces instants clés, on parle de 4 traumatismes, on parle de 7 lapsus corporels. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et déjà, qu'est-ce qu'on entend par traumatisme ? C'est une bonne question. On a vraiment expérimentalement une définition propre du traumatisme. Pour nous, le traumatisme est constructeur de la personnalité. Le traumatisme est un instant qui est vraiment dense et qui est très tiraillant pour l'enfant, qui est même violent à l'âme, je dirais, tellement l'enfant est pris entre deux forces d'égale intensité, très très intense, mais diamétralement opposées. Et donc il est pris au piège de son choix. Il est pris au piège entre, soit je vais garder ma spontanéité d'être, soit je vais garder la manière dont je suis, dont je vois les choses, soit je vais... Et à ce moment-là, je suis pris dedans, mais alors je perds l'autre, je perds maman, je perds un être qui est en face et qui généralement est un être important, aimé. Et soit, pour garder l'être aimé, je vais renoncer à toute une facette de moi. Et ça, pour l'enfant, c'est pas vivable en fait. Et est-ce qu'on passe tous par ces traumatismes-là ? Bonne question, oui. Pour nous, en tout cas, c'est une technique qui a 40 ans d'expérience et qui a plus de 1500 séances, 150 000 séances sur lesquelles les gens ont rencontré leur histoire. Et oui, on passe tous par là parce que l'humain l'enfant doit apprendre les modalités de comportement en société. Et cet apprentissage, il est incontournable. Oui. Et il se fait aux dépens d'une spontanéité, aux dépens d'une intériorité de l'enfant. Vous avez identifié 4 traumatismes, quels sont-ils ? Alors le tout premier, c'est le traumatisme de la naissance. Le bébé en construction, en apparition, je dirais, est confronté au monde humain. Et ce monde humain, il ne tient pas compte, il ne perçoit pas le vécu du fœtus, le vécu de l'embryon, le vécu du bébé. L'humain, l'adulte, il vit dans son monde et il n'est pas connecté à ce que vit le bébé. Même dans les techniques d'accompagnement de l'accouchement, aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup plus de respect, mais néanmoins, sur le vif, on n'est pas connecté à ce qu'il est en train de vivre. Et donc, ce bébé, pour lui, c'est un grand clash, cette rencontre. Donc ça, c'est le premier traumatisme par lequel on passe tous. Et les autres traumatismes ont lieu un petit peu plus tard ? Les autres traumatismes sont vraiment... Donc, l'enfant est forgé à la naissance en personnalité. Et ensuite, quand il grandit, son monde s'élargit. D'abord, il s'élargit un peu en fonction de la famille, comment fonctionne une famille ? Et on est toujours dans des non-dits familiaux. Les grandes tractations de pouvoir familial sont là. Et lui, il sent tout, il sait tout. Les organes d'essence de l'enfant sont gigantesques. Et dans cette perception, il perçoit toutes les contradictions de l'adulte. Tiens, pourquoi maman, elle est affable avec la tata machin, mais en fait, dedans, moi je sais qu'elle est furieuse et que elle la déteste parce que
je pense à un exemple concret d'un petit garçon qui perçoit sa maman, qui accueille la tata machin, mais dedans, elle vient de discuter avec papa dans la salle de bain, et lui, il la sent, le petit garçon, quand elle a la main sur la poignée. Il sait qu'elle est en colère et qu'elle la déteste parce que elle veut s'approprier tout un héritage, et que lui, pour lui, c'est simple, il suffit de dire je veux de la justice, et ça va être. Non, les tractations sont là, le pouvoir familial est là, et il va devoir rentrer dans les modalités familiales. Oui. Et on va lui apprendre dans une après-midi bien précise, et c'est ça qu'en psychanalyse corporelle, on va retomber sur les racines de nos comportements. Ce jour-là, ce petit garçon va renoncer à tout dire et à être le justicier de la famille. Et il va devenir un lâche, comme papa, comme maman, parce que dans la famille, le pouvoir, il est à la grand-mère, il est à la tante. Et pour pas perdre maman, il va renoncer à ce qu'il est. On est à quel âge, là, plus ou moins ? Et est-ce qu'il y a des âges clés définis pour ces 4 traumatismes ? Donc, la naissance, c'est clair. Ouais. La petite enfance, en fait, c'est le premier bain d'apprentissage. Il se fait entre un jour, une semaine, donc de la toute petite enfance, jusqu'à l'entrée à l'école. En général, quand l'enfant prend un nom de famille, il a adopté les règles familiales. D'accord. Et ensuite, il va se confronter aux lois d'autorité. Et dans cette prise de pouvoir, d'autorité, il va aussi apprendre, dans l'enfance, il va apprendre ce qui est admis familialement ou dans un cercle proche. Ça peut se jouer à l'école, comme ça peut se jouer dans la famille. Il va apprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas au niveau du plaisir, de l'ambiguïté. Alors l'adulte appelle ça l'ambiguïté sexuelle, mais en réalité, pour l'enfant, la sexualité est plus une sensualité sans ce côté sexuel génital. Mmh. C'est une sexualité de plaisir, et très souvent c'est un plaisir du corps et une prise de pouvoir sur l'adulte qu'il tente, mais qu'il tente naturellement, parce qu'il a besoin d'interagir et qu'il va essayer de réveiller l'adulte sur un intérêt vers lui. Et maladroitement, un jour ou l'autre, il met l'adulte ou en colère ou en perversité. Ça, c'est la vie qui le décide, mais il est confronté à un apprentissage, c'est « waouh !» c'est pas ce que je voulais, et plus jamais ça. Donc il va renoncer à toute une faculté d'être en intimité, en sensualité avec la vie. Il va y renoncer dans une modalité particulière qu'il apprend un jour. Et on passe tous par là. Et on passe tous par là. Et heureusement, parce que s'il n'y a pas cette forge, s'il n'y a pas cet apprentissage, l'enfant va toujours être connecté à ses envies, à ses besoins, à ses désirs. Et en devenant adulte, on perçoit bien que ça deviendra un peu déplacé. J'ai un collègue qui prenait souvent un exemple. Une fois, sur un arrêt de tram, il est devant la vie à l'œuvre. Et il est devant une petite fille qui doit avoir 5-7 ans, mais qui dansote sur cet arrêt de tram, et qui se pâme tout d'un coup sur la photo qui est affichée sur l'arrêt de bus, qu'elle doit certainement trouver sensuelle et séduisante, et elle va embrasser cette photo. On trouve ça cocasse, mais c'est vraiment la spontanéité de l'enfant, elle est là. Et vous imaginez la même chose 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, sur une photo, on va peut-être le prendre pour un désaccès, mais si c'est sur l'adulte ou sur l'enfant que je croise, mais il y a quelque chose qui ne peut pas aller dans la société vers le hors limite. Oui. Ma limite s'arrête là où la limite de l'autre commence. Et donc cet apprentissage, il est naturel, il est sain. Oui, c'est l'apprentissage de tous les codes aussi oui. qui nous permettent de oui. vivre en société. Oui. Et il y en a un dernier qui arrive un peu plus tard, alors oui. un 4e traumatisme. Oui, parce que quand l'enfant a appris ces modalités
non, on se tient, non, on se touche pas, non, on mange pas sans main, on mange pas avec les doigts. C'est quand même énormément de freins, de cadres. Et donc, l'enfant, il a besoin de garder un espoir d'épanouissement, garder un espoir d'illimité, et il va le projeter sur un amoureux, une amoureuse. Il va le projeter sur un idéal hors famille. Et on tombe tous un jour en pamoison ou en émoi, je dirais au minimum en émoi, devant un autre hors famille. Et cet émoi, en fait, il est très touchant parce que il contient tous nos espoirs de refaire le monde en réalité. Et on est tous teintés de ça et dire oui, avec lui, ça va être possible. Oui, je l'aime. Et le garçon, pareil. Et donc, il y a un espoir fou d'épanouissement. C'est ce qu'on appelle l'idéal. Mais quand on rencontre l'autre, on se prend une gamelle parce que l'autre, il est plein de codes aussi. Et son idéal à l'autre, c'est pas le nôtre. Et les circonstances extérieures font que l'autre, il est peut-être pas exactement au même rendez-vous au même moment. Oui. Et que là aussi, pouf, tous nos espoirs s'effondrent. Et on est quoi là, dans la première pulsion amoureuse Oui. On est encore dans l'enfance. Alors, c'est ce que nous appelons l'adolescence. Oui. Le traumatisme de l'adolescence, il a lieu entre 10 et 18 ans. Parce que il y a une saturation, un étouffement dans la famille qui fait qu'on s'oriente vers l'autre. Et c'est beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Mais la grande claque, on ne sait pas quand on la prend. C'est pour ça qu'il y a une latitude, marge, ouais. une marge énorme. Mais de toute façon, oui, un jour, on s'est dit, allez, ça y est, c'est lui. Et on se rend compte qu'on avait forgé trop haut, je dirais, notre idéal. Oui. Alors, on va expliquer évidemment tout à l'heure dans le déroulement de l'émission comment on atteint ces 4 traumatismes, en tout cas comment on les revisite. Vous parlez aussi de 7 lapsus moteurs. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, nous parlons de niveau de lapsus dans le corps. C'est comme si, en fait, la psychanalyse corporelle, c'est on va laisser le corps raconter l'histoire. Sauf que, le corps, on a aussi appris à le contrôler. Dans notre quotidien, dans notre traumatisme, on a appris à se tenir. Et donc, ce lâcher-prise du corps n'est pas naturel, il est naturel, mais il est très maintenu, il est très contenu. Et donc, on va petit à petit donner la parole au corps et il va la prendre par strates. Donc, il va d'abord être dans un lâcher-prise très mécanique, ce que nous appelons un niveau de spasme, de sursaut conscient, involontaire. En psychanalyse corporelle, on est toujours conscient de ce qui se passe. Et toute la conquête, c'est dans le lâcher-prise. Et donc, ces strates, elles sont au nombre de 7. Et on va d'abord rentrer dans des lâcher-prises mécaniques et puis dans des lâcher-prises émotionnelles, symboliques. On retrouve l'histoire, la place familiale symbolique. Et puis, on rencontre l'histoire très concrètement, jusqu'à un mime d'un instant où on a renoncer à une partie de soi. Oui, et puis sortir aussi d'un passé qui se répète, c'est ce que nous permet de faire la psychanalyse corporelle ? Oui, tout à fait. On va prendre conscience, et c'est vraiment le rendez-vous. C'est une technique qui donne la parole au corps et qui rejoint le passé, mais si c'est pas pour améliorer le quotidien, faut surtout pas entreprendre une telle démarche. Donc, il y a tout un versant où, effectivement, on va apprendre à profiter du passé. On va devenir complice de nos comportements. Et quand on est complice de ce comportement, tout d'un coup, on en est libre parce qu'on est autonome à ce moment-là. Oui, alors on parle de cette technique qui n'est pas très connue, évidemment. Et j'ai envie qu'on revienne peut-être à son créateur qui est Bernard Monteau. Qui est-il et comment la psychanalyse corporelle est-elle née ? Bernard Monteau, au départ, c'est un kinésithérapeute et ostéopathe. Vous en êtes proche, hein, je précise, vous le connaissez bien. Oui. Ouais. Donc, il est, au départ, dans les années 80, il y a 40 ans, il est kinésithérapeute ostéopathe et il est tout débutant, jeune dans le métier, et donc il se met à aider des personnes en ostéopathie crânienne et sur sa table de kiné. Il a une personne qui est prise de sursaut et prise d'émotion.
il est surpris, il pose des questions à ses formateurs et les formateurs lui disent mais c'est pas de l'ostéopathie, laisse tomber, tu reviens au travail d'ostéopathie. Sauf que la personne, elle éprouve un tel soulagement qu'elle demande à réitérer les séances et que aujourd'hui c'est l'expérience de 40 années. C'est l'expérience de plus de 1000 personnes qui sont venues expérimenter la technique et qui ont fait que l'observation a mis en évidence que c'est des instants du passé qui sont revécus et que, effectivement, de revivre ces instants du passé et de s'autoriser à vivre et à lâcher toutes les émotions, toute la révolte, tout le désespoir, toute la colère. Et puis, dans un premier temps, c'est ce que je disais dans les premiers niveaux, ça soulage d'avoir le droit de dire qu'on a été pas compris, qu'on a été malmené, qu'on a été mal aimé. Ça soulage d'avoir le droit de le dire, parce que petit, on a toujours été obligé de se taire. Donc, dans un premier temps, il y a un soulagement émotionnel, et puis petit à petit, quand on rentre dans le concret, dans les dernières couches de revécu, on est dans du mime, et on est vraiment... moi, j'ai un instant clé de mon histoire, où je suis sur un coussin allongé, et j'ai l'odeur du talc, j'ai effectivement le toucher de l'essuie avec lequel on me lave et on m'essuie. Ce contact, il est revécu concrètement, et dans un instant précis, on prend une décision où on va renoncer à un versant de soi. Moi, je suis dans une sensualité de petite fille, j'ai quelques mois, et je vais renoncer à ça pour rentrer dans des modalités familiales. J'adore ma famille, et c'est une famille aimante, mais dans un instant clé, je perçois que c'est une famille où les modalités sont des modalités... je vais faire la caricature, c'est plus simple. Je vais devenir un cerveau sur pattes, comme tout le monde dans la famille. Et je vais le faire pour maman. Je ne sais pas si ma maman écoute l'émission, mais c'est pour maman parce qu'elle n'a pas eu le droit de faire d'études. Et qu'elle a une énorme douleur à cet endroit-là. Et que je vais compenser sa douleur à elle, et je vais rentrer dans les modalités de toute la famille, cerveau sur pattes. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça, parce que, mon Dieu, si j'avais pas été cerveau sur pattes, je n'aurais pas eu la vie sociale et la vie de réussite que j'ai. Oui. Mais pour une petite fille de quelques mois, mais c'est un cataclysme. Oui. Et la grande chance, je dirais, que je vis en psychanalyse corporelle, c'est que par le corps, je revis la petite fille d'avant, et que celle-là, je peux la mettre dans mon quotidien. Et ça, c'est incroyable. Moi qui croyais être raide, mathématique, claire, précise, tout le temps, on peut dire chiante à l'antenne. C'est fait. Celle-là devient un rendez-vous pour connecter celle qui est tendresse, qui est douceur. Et en fait, dans ce film, c'est ça. C'est que petit à petit, il va se réapproprier un versant de lui, mais qui est aimant pour tout le monde autour aussi, pas que pour lui. Alors, on évoque la mémoire du corps, et on le sait, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ce genre de pratique non plus. Vous êtes à la base une scientifique pure et dure, vous parlez d'être un cerveau sur pattes, voilà, vous êtes docteur en sciences. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette technique, justement, est rigoureuse et fiable ? Alors, les 40 ans d'expérience, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce cursus, et que j'accompagne des gens depuis plus de 15 ans. Et il y a quelque chose qui reconnaît une rigueur dans la démarche, dans la technique, dans les niveaux, dans l'accompagnement du corps. Le mouvement, quand on est dans un mouvement sans sens, le psychanalyste le voit, le constate, le sait, l'accompagne. Quand on est dans un mouvement symbolique, le psychanalyste, il est forgé à ça, et rigoureusement, il peut accompagner ce niveau de séance. Et quand on est dans le concret, je dirais, le mime, on va l'accompagner de manière très précise. Mais il y a aussi le fait que dans le psychisme, ce soit comme une poupée russe où tout s'emboîte. Eh bien, quand on a retiré la couche de mouvement sans sens, eh bien, il y a du contenu
émotionnel, symbolique, et qu'on va pouvoir vraiment repérer dans quel niveau on se trouve. Et il n'y a aucun doute, quand on est dans un niveau concret, personne, le corps n'invente rien, le corps ne peut pas vivre quelque chose qui n'a pas existé. Et ça, pour moi, c'est hyper important, parce qu'on ne va pas vers du souvenir induit, c'est vécu par le corps, c'est imprégné, imbibé dans ma mémoire cellulaire, et c'est revécu concrètement. On va évidemment dans quelques instants entrer peut-être plus précisément dans le contenu des séances et voir un petit peu pour quelles raisons les gens viennent vous voir. On va continuer à explorer cette technique qui est la psychanalyse corporelle et je voulais savoir, Catherine Berthe, à la base, pour quel genre de problème, entre guillemets, les gens viennent-ils vous voir ? La psychanalyse corporelle s'adresse à des adultes qui ont besoin de sens sur comment ça se fait que je répète toujours les mêmes échecs. Il y en a qui viennent sur une insatisfaction au boulot, en disant mais je stagne, mais je n'arrive pas à m'exprimer, mais ça me pourrit ma carrière. D'autres sur une insatisfaction de couple, sur des douleurs de séparation, de deuil. J'ai des jeunes femmes qui sont venues me trouver en disant mais moi je sais pas comment on fait avec la sensualité, je suis complètement bloquée. Voilà, c'est tous ces petits problèmes qui disent mais ça peut pas être que ça peut pas durer comme ça ma vie. Ouais. Un jour on se réveille en disant ça peut pas être que ça. Il faut faire quelque chose. Oui. Alors je lisais que les séances se déroulent durant des sessions de 3 à 5 jours. Oui. En groupe, c'est une forme de retraite, en fait. Comment ça se passe ? Oui, on pourrait le considérer comme ça. Effectivement, on va s'offrir un temps pour, d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, avoir un lieu pour autoriser ce mal-être, officiellement le déposer, je dirais. Et donc, comme ça se passe par le corps et que le lâcher-prise du corps, quelque part, est une conquête, c'est progressif, l'accumulation des séances et des jours permet un approfondissement de la sincérité du corps. C'est pour ça qu'on l'organise comme ça, en session de séances groupées. D'accord. Et ensuite, nous l'organisons systématiquement en travail de groupe, et j'ai pour habitude de traduire ça en disant non, pour moi, c'est de l'individuel groupé. Chacun a 8 mètres carrés au sol, 6 à 8 mètres carrés au sol, suivant les salles, mais a vraiment un espace où il sera seul. Chacun travaille les yeux fermés. Donc c'est vraiment un lâcher-prise du corps de soi à soi. Mais par contre, pourquoi nous l'organisons en groupe ? Parce que dans la salle, ça bouge. Ça s'exprime, ça rouspète ou ça vit, quoi. Et que cette intensité que nous percevons nous encourage à rentrer dans notre histoire et à rentrer en intensité aussi, parce qu'il y a une intensité du corps, il y a une intensité de l'émotion qui va en gonflant, je dirais, de niveau en niveau. Et donc ça, c'est aidé par le groupe. Et puis, il y a une chose étrange. Je sors d'une session, là j'y étais, hier, avant-hier, et quelqu'un témoignait du bruit qu'elle entendait dans la salle, de cris qu'elle entendait dans la salle. Et il y a une personne qui était effectivement en train de rouspéter, de s'exprimer, de crier. Et elle dit mais c'est terrible, je suis impuissante et j'entends ces cris de douleur à côté, je peux rien faire. Et il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit chacun à son tour, on témoigne de ce qu'on a vécu en séance sans qu'il y ait d'interaction. Et donc 5 minutes après, quand c'est une autre personne, elle dit et dans la séance, moi j'entends des cris et ces papa et maman ils tiennent pas compte de moi et c'est des cris de plaisir et c'est scandaleux. Donc la salle, en réalité, nous offre notre histoire. Oui, mais alors comment est-ce qu'on fait concrètement ? On est là en groupe, on le comprend, chacun à son espace. Comment on fait pour que les participants aient finalement accès à ces événements qui se sont déroulés dans le passé et parfois dans la prime enfance dont a priori on n'a absolument aucun souvenir ? On n'a vraiment aucun souvenir du traumatisme. Même dans le traumatisme de l'adolescence, c'est un souvenir qui
qui peut être présent, mais de manière complètement superficielle et édulcorée. Donc, c'est le corps. À force de rentrer en sincérité, le corps va se mettre à faire des mouvements comme il y a une main qui tourne. Ok, eh ben je tourne la main et quand on mène l'enquête après la séance, il dit mais tu fais quoi avec ta main? Ben, je sais pas. Donc je tourne. Oui, ok. Et de séance en séance, ça s'approfondit. Et donc cette main qui tourne, je tourne parce que il faut que je passe là-bas. Il dit ah d'accord. Donc il dit mais oui, mais en fait c'est une poignée de porte. Et la manière dont je tourne, je sais que c'est froid, mais c'est pas les poignées de porte de chez moi. Et de séance en séance, il parvient à dire c'est une poignée de porte en porcelaine blanche. Ah, et ça, c'est la poignée de porte de chez ma grand-mère, c'est la porte du grenier. Et donc, on va rentrer dans du concret, et c'est le mouvement qui nous refait vivre un instant du passé. On vient d'entendre une musique. Et je suis sûre que pour beaucoup de gens, cette musique, quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait l'été 1978 ? J'en sais rien. Mais quand on met Hotel California, si c'est le tube de l'été, non, c'est pas ces années-là, mais c'est pas grave. Importe, ouais. Donc, si on met le tube de l'été, eh ben, on est replongé dans l'instant et c'est le slow langoureux d'enfer qu'on vivait avec l'amour de notre vie. Ouais. Et donc, c'est exactement la même chose avec le corps. Le corps, quand il rentre dans un vécu, dans un mime, il nous met dans l'instant et on le revit avec tout le souvenir et tout le vécu de l'instant. Mais comment vous faites alors pour plonger vos participants en conditions d'introspection? Parce qu'il ne suffit pas de coucher au sol. Comment on fait pour ramener tout ça? Alors, en réalité, donc cette technique est née de l'ostéopathie crânienne qui, le professionnel, va percevoir, va aller chercher les mouvements très subtils qui existent dans les tissus. Et en psychanalyse corporelle, nous nous attardons pas, nous ne nous occupons pas à rectifier les torsions, nous les accueillons et on va simplement percevoir quelque chose qui est complètement figé d'un côté, qui ne respire pas d'un côté ou de l'autre, et on va l'accueillir comme ça. C'est comme si on disait au corps, mon Dieu, mais t'es tout tordu, mais pour moi c'est pas grave. T'as le droit d'exister comme ça, t'as été forgé comme ça. Et bien quand le corps se sent accueilli, il va raconter l'histoire, il va raconter l'instant où ça s'est forgé. D'accord, donc vous êtes d'abord ostéopathe avant d'être psychanalyste corporelle ? Du tout. Non. Je suis docteur en sciences et je n'ai pas fait de formation en ostéopathie. D'accord. C'est pas du tout mon ambition. Mon objectif n'est pas du tout de travailler le corps, mais de donner la parole au corps. Et là, c'est vraiment du lâcher-prise et on va accompagner les mouvements qui se mettent à apparaître par l'intensité du corps. Et combien il faut compter de séances alors pour commencer à sentir une amélioration ? Je faisais un atelier découverte à Paris le week-end dernier et j'avais 30 personnes qui étaient couchées. Et sur les 30 personnes, 80% ont eu les premiers mouvements. Donc ça, c'est un démarrage. Je dirais que c'était un chiffre très impressionnant. C'est parfois plus bas. Mais peu importe. Mais en tout cas, ces personnes ont déjà pu exprimer, bon sang, c'est encore une fois la même chose. Certains rentraient dans la colère, certains rentraient dans l'émotion, et ça fait du bien de pouvoir le déposer. Donc l'amélioration, il y a déjà cette amélioration de pouvoir déposer un fardeau de tension nerveuse, et petit à petit, nous tirons parti de la problématique des gens et de ce qui est vécu en séance pour donner des petits rendez-vous dans le quotidien à la personne. Donc chaque semaine, elles ont un rendez-vous de elle à elle et nous, chaque mois, nous avons un rendez-vous pour faire le bilan de ça et dire comment je continue parce que les sessions sont organisées entre 4 et 6 fois par an. Et donc nous avons un fil conducteur de travail du quotidien, mais où ils ont l'autonomie et où on va les accompagner dans cette autonomie. Est-ce qu'il arrive qu'il ne se passe rien ? Bien sûr, il arrive qu'il ne se passe rien. Et je dirais, c'est pas grave. C'est pas parce que le corps ne bouge pas. Ça veut dire que on est devant des grandes peurs. Et nous allons profiter de ce que la personne vit
en entendant la séance autour, c'est déjà l'histoire qui est à l'œuvre et c'est déjà une rencontre avec l'histoire. Ne pas bouger, mon Dieu, mais c'est comme dans mon histoire, je suis obligée de tout surveiller. Et donc on va en tirer parti et on aura un accompagnement pas à pas. J'ai pour habitude de dire il nous est donné, le corps est le meilleur garde-fou du psychisme. Il nous est donné de vivre, il nous est possible de vivre ce qu'on est capable d'assumer dans le quotidien. Et donc, parfois, il est donné des toutes petites choses. Mais sur 5 jours, c'est pas possible qu'il ne se passe rien. Et donc, il nous est donné des petites choses parce que c'est déjà ça qu'on peut mettre dans le quotidien. Voilà. Alors Catherine Berthe, j'ai évidemment envie de m'intéresser à votre parcours parce que vous le dites, vous êtes d'abord docteur en sciences. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez d'abord mené une carrière de scientifique pure et dure. Vous étiez chercheuse à l'ULB au laboratoire de cancérologie, virologie entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup dans votre parcours pour que vous changiez de voie et que vous vous intéressiez à cette psychanalyse corporelle dont on parle depuis un moment maintenant et qui n'a absolument rien à voir évidemment ? En fait, j'avais vraiment l'élan, depuis toujours, de travailler en cancérologie, d'aider l'humain, de sauver l'homme du cancer. C'est la grande utopie d'adolescence, je dirais. Et j'ai travaillé mais comme une dingue avec un plaisir de la recherche du sens, comment ça fonctionne une cellule, etc. Mais un jour, je me réveille, je suis déjà à l'époque prof de génétique en fac et je me réveille en me disant mais ça peut pas être que ça ma vie, on devient ce qu'on fait et je vais devenir un tube à essai. Et j'avais des tout petits bébés et je me voyais mais complètement maladroite en tendresse. J'ai appris pourtant le massage Shantala pour bien leur faire du bien, les aider, les ouvrir. Mais j'étais technique. Je suis un cerveau sur pattes, je suis technique. Et j'ai une autre facette, c'est que je vais être musclore quand je peux pas passer par le cerveau. Autrement dit, la tendresse, je savais que j'étais un handicapé de la tendresse, une handicapée, un manche. Et dans cette recherche, je teste différentes techniques d'épanouissement, de recherche de sens, etc. Et puis je rencontre Bernard Monteau. Je lis un bouquin d'abord parce que j'étais sur un lit d'hôpital désespérée de ne pas pouvoir, avec une péritonite, parce que je ne parvenais pas effectivement à épanouir cet affectif. Et je me dis, je vais tester. Et quand j'ai commencé cette technique, j'ai été fascinée, non seulement par ce que je rencontrais de mon histoire, mais aussi par la manière dont ce psychanalyste corporel debout me transmettait de pointilleux, de vrai accueil tendre dans les mains. Et j'ai dit ça c'est pour moi, quoi. Et donc, j'ai fait la formation de 5 ans, j'ai fait des kilomètres à n'en plus finir, mais j'ai l'impression que la vie est géniale, intelligente, parce qu'elle m'a placée d'abord dans le cerveau, avec une rigueur, une exigence, pour me placer ensuite dans l'accompagnement de l'être, dans l'accueil affectif aussi de mes enfants, et que tout s'est épanoui pour être maintenant, j'ai le sentiment d'être à ma place, d'avoir enfin trouvé le sens de pourquoi il fallait que je sois à ce point rigoureuse et rigide, pour être à ce point précise et aimante aujourd'hui. Oui. Que les deux facettes de mon être peuvent se mettre enfin à aider l'humain. Et je crois que le cancer que j'aide aujourd'hui, c'est le cancer de haine qu'on a tous pour soi-même. On s'aime pas et on se reproche de n'être pas capable de n'être pas parfait. Et ça nous pourrit la vie. Oui. Voilà. Mais c'était pas anodin de changer complètement de vie, parce qu'on peut suivre effectivement une forme de thérapie qui nous aide à nous sentir mieux, à nous réconcilier, mais de là à quitter sa carrière de scientifique, et vous aviez un poste et vous saviez pourquoi vous le faisiez, oui. Vous aviez une vraie mission là-dedans aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous fait tout à coup changer de voie complètement et abandonner votre précédente carrière ? J'ai eu très peur quand j'ai lâché ma carrière, parce qu'il y avait
vraiment une intensité de recherche que j'aimais. J'aimais réfléchir sur mais ça fonctionne comment et comment je peux utiliser la cellule, le clonage, etc. Et donc il y avait cet élan et cette satisfaction, cet épanouissement intellectuel. Mais ça a été un saut, ce qu'on appelle le saut dans l'inconnu. Je sais pas si je vais trouver la même chose, mais j'ai l'intuition que c'est ma direction. Et donc, quelque part, c'est mon intuition qui m'a fait faire le pas. Et il y avait cet appel d'aider. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'aider vraiment. Oui. Alors, une formation de 5 ans, durant laquelle vous apprenez cette technique, effectivement. Dans la psychanalyse corporelle, il y a vraiment une partie sur le corps et puis il y a un accompagnement qui est plus verbal, évidemment, puisqu'on doit mettre en mots tout ce qu'on a revécu. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on est bien accompagné, justement, et que les personnes qui ont été formées sont compétentes pour accueillir quand même des choses qui vont toucher à l'intime, à l'enfance, et qu'il faut manipuler avec délicatesse? C'est une bonne question. Je crois que tout psychanalyste a dû faire sur lui le travail. Il doit être lui-même la preuve du cheminement, la preuve de la réconciliation. Donc ça, c'est une validation par lettre. Et puis cet institut, donc la formation a lieu en partie, elle peut avoir à 50% à peu près lieu dans les cabinets libéraux en Belgique, mais il y aura toujours une partie qui est faite au sein de l'institut, actuellement avec le fondateur, avec cette rigueur que j'aime. Et l'Institut va superviser, on a une formation continue et supervisée au centre. Et je suis moi-même superviseuse et on a cette vigilance à ce que ce soit dans le juste de l'accompagnement de l'être. Et n'est psychanalyste que après certification de cet accompagnement au sein de l'école. Donc il y a des stages qui se font au sein de l'école et nous pouvons valider l'accompagnement qui a lieu. J'aurais encore plein de votre questions à vous poser, Catherine Berthe, mais je vois que le temps file. Et évidemment, c'est une tradition dans cette émission. La dernière question qu'on pose à nos invités, c'est votre espoir pour demain. Vous, Catherine Berthe, quel serait-il? Mon espoir pour demain, c'est qu'on apprenne à déposer les armes. Parce que la violence, elle naît de la peur. Et elle naît du jugement, de notre incapacité à aimer le petit enfant en nous. On se reproche encore toujours de n'avoir pas réussi à satisfaire papa, maman et à garder notre élan premier, notre naturel, notre spontanéité d'enfant. Et on règle ses comptes en permanence vis-à-vis de notre histoire. Et si tout un chacun pouvait percevoir qu'on règle ses comptes à la boulangère, qu'on règle ses comptes à son chien, parce que on est encore en train d'essayer de se débattre contre la tante machin qui prend tout l'héritage, là notre exemple de tout à l'heure, on pourrait déposer les armes et vraiment écouter l'autre, et vraiment écouter ses besoins. Donc si je devais changer quelque chose au monde, c'est dans la manière dont on écoute et dont on se respecte et on écoute soi et l'autre. Merci Catherine Berthe d'avoir été des nôtres pour évoquer cet outil qu'est la psychanalyse corporelle. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je renvoie à votre site berthe-psychanalystecorporelle.be. On y retrouve de nombreuses informations ainsi que les dates de vos prochaines conférences. Vous serez notamment le 7 février à Jette, à Bruxelles, le 8 à Ath. Et puis, vous me le signalez tout à l'heure, le fondateur de cette technique, Bernard Monteau, sera à Bruxelles le 3 mai prochain, là aussi, pour une conférence. Merci à vous, Catherine. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Marion Guillemette qui a réalisé cette émission. Dans un instant, vous retrouvez Cécile Post pour les grands interprètes. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.